Il existe une douleur silencieuse qui tourmente actuellement des millions de parents. C'est la douleur de réaliser que vos enfants, que vous avez élevés avec tant d'amour, semblent de plus en plus distants. Il ne s'agit pas d'une distance physique. Ils vivent peut-être même dans la même ville, répondent à vos messages, viennent déjeuner avec vous le dimanche. Mais il y a quelque chose dans leurs yeux, une barrière invisible que vous ne pouvez franchir. Vous vous demandez où vous avez fait erreur. Après tout, vous avez toujours été là pour eux, vous avez toujours pris soin d'eux, vous avez toujours voulu le meilleur pour eux. Vous leur avez donné des conseils lorsque vous le jugiez nécessaire, vous les avez aidés quand vous le pouviez, et vous leur avez donné votre avis lorsque vous les voyiez prendre des décisions discutables. Vous avez fait tout cela par amour, un amour sincère, profond et inconditionnel. Mais voici la vérité que personne ne vous a dite. Parfois, le problème n'est pas un manque d'amour, c'est un excès d'amour, ou plutôt c'est la façon dont cet amour se manifeste. Freud, dans ses observations sur la dynamique familiale, a découvert quelque chose de troublant. Souvent, ce que nous appelons amour est en fait un besoin de notre part déguisé en attention. Lorsque vous appelez pour savoir si votre enfant est bien rentré à la maison, s'agit-il simplement d'une préoccupation maternelle? Ou bien avez-vous besoin de le contrôler, de sentir qu'il a encore besoin de vous? Lorsque vous lui suggérez, pour la 10e fois, de chercher un meilleur emploi, s'agit-il simplement d'un conseil avisé? Ou bien avez-vous du mal à accepter qu'il soit capable de prendre ses propres décisions? La différence est subtile, presque imperceptible. Mais les enfants la ressentent. Ils la ressentent toujours. C'est comme s'ils avaient un radar émotionnel qui détecte quand l'amour s'accompagne d'attentes, de besoins tacites, de peurs que vous ne reconnaissez même pas avoir. Et le plus douloureux, c'est que plus vous essayez de vous rapprocher de cette manière, plus ils s'éloignent. C'est un cycle cruel. Votre peur de les perdre vous pousse à vous comporter d'une manière qui les éloigne. Et ainsi, sans vous en rendre compte, vous créez exactement ce que vous redoutez le plus. Vous reconnaissez peut-être ce sentiment, la frustration de penser que vos enfants n'apprécient pas tout ce que vous avez fait pour eux. Vous vous souvenez de chaque sacrifice, de chaque nuit blanche quand ils étaient petits, de chaque occasion que vous avez manquée pour être présent dans leur vie. Et maintenant, alors que vous vous attendiez enfin à récolter les fruits de ce dévouement, il semble indifférent. Ce n'est pas qu'il soit impoli ou irrespectueux, c'est quelque chose de plus subtil et, pour cette raison même, de plus douloureux. C'est le sentiment que vous êtes devenu facultatif dans leur vie. Ils partagent les grandes nouvelles sur les réseaux sociaux avant de vous en parler. Ils prennent des décisions importantes sans vous demander votre avis. Ils semblent plus proches de leurs amis que de vous. Vous découvrez qu'ils ont changé de travail, mis fin à une relation ou acheté quelque chose d'important à travers des commentaires anodins, presque par accident. Et lorsque vous essayez de vous rapprocher, lorsque vous montrez un intérêt sincère pour leur vie, il y a toujours une barrière invisible. Ils répondent par monosyllabes. Ils changent de sujet lorsque vous posez des questions plus profondes. Ils regardent leur téléphone portable pendant que vous parlez. C'est comme si votre présence était tolérée, mais non désirée. Vous avez l'impression de devoir demander la permission pour participer à la vie que vous avez contribué à construire. La douleur s'intensifie lorsque vous réalisez que d'autres ont accès à des aspects de vos enfants que vous ne connaissez même pas. Le collègue qui devient un confident. La belle-mère à qui l'on demande conseil pour les décisions importantes. Les amis qui reçoivent des appels téléphoniques spontanés alors que vous devez prendre rendez-vous pour déjeuner. C'est comme si vous regardiez votre propre vie être confiée à des personnes qui n'étaient pas là depuis le début. Freud appelait cela une blessure narcissique, non pas au sens de la vanité, mais au sens où notre identité en tant que parents est ébranlée lorsque nous réalisons que nous ne sommes plus le centre du monde de nos enfants. Et cette blessure, lorsqu'elle n'est pas reconnue et traitée, nous pousse à réagir d'une manière qui ne fait qu'aggraver la situation. Vous commencez à insister davantage. Vous appelez plus souvent, toujours avec une excuse plausible. « Je voulais juste savoir comment tu allais. J'ai vu un reportage qui m'a fait penser à toi. J'ai retrouvé une vieille photo de nous. » Vous vous présentez à l'improviste, avec de la nourriture ou des cadeaux qu'ils n'ont pas demandés. Vous proposez votre aide même lorsqu'elle n'est pas sollicitée, des solutions à des problèmes qu'ils n'ont même pas mentionnés. Vous donnez des conseils même lorsqu'ils ne vous ont pas été demandés, en vous basant sur des conversations que vous avez entendues. Et plus vous agissez ainsi, plus il se renferme. Vous avez l'impression de courir après votre propre enfant, de quémander quelques miettes d'attention de la part de la personne qui se jetait autrefois dans vos bras. C'est comme essayer de retenir du sable. Plus vous essayez, plus il vous glisse entre les doigts. Plus vous serrez fort, plus vous en perdez.
Imaginez une plante dont vous vous occupez depuis qu'elle n'était qu'une graine. Vous l'avez arrosée tous les jours, protégée des vents violents, taillez les branches qui poussèrent de travers, veillez à ce qu'elle reçoive la bonne quantité de soleil. Pendant des années, elle a dépendu entièrement de vos soins. Et puis, un jour, vous vous rendez compte qu'elle pousse dans une direction différente de celle que vous aviez prévue. Votre premier réflexe est de la corriger, de la rediriger, voire de l'attacher à un tuteur pour qu'elle pousse dans le bon sens. Mais que se passerait-il si cette direction différente était exactement ce dont elle avait besoin pour se développer pleinement? Et si votre tentative de la corriger l'empêchait en réalité d'atteindre son plein potentiel? Et si la direction que vous aviez prévue n'était qu'une projection de vos propres rêves et non les besoins réels de la plante? Il se passe quelque chose de terriblement similaire avec les enfants. Pendant des années, vous avez été le jardinier de leur vie et vous avez fait un travail formidable. Ils ont grandi en bonne santé, sont devenus des personnes honnêtes et ont réussi à construire leur propre vie. Mais maintenant, ils ont besoin de grandir librement, de prendre leurs propres décisions, de faire leurs propres erreurs, de suivre leur instinct. Et lorsque vous continuez à essayer de les tailler et de les diriger, ils le perçoivent comme un message clair, indiquant que vous ne croyez pas en leur capacité à s'épanouir par eux-mêmes. Le plus dévastateur, c'est de réaliser que cela se produit précisément lorsque vous leur témoignez le plus d'amour. Lorsque vous les appelez pour savoir s'ils sont bien rentrés, ils perçoivent une méfiance envers leur capacité à prendre soin d'eux-mêmes. Lorsque vous leur posez des questions sur leur travail, ils ressentent une pression et un jugement. Lorsque vous leur faites une suggestion, ils l'interprètent comme une critique déguisée. C'est comme si tout ce que vous dites était traduit dans une autre langue, une fréquence que vous ne pouvez pas capter, une langue étrangère que vous n'avez pas apprise. Le plus cruel, c'est que cela se produit précisément parce que vous les aimez avec une intensité que parfois même vous ne comprenez pas. Vous voyez leur potentiel infini, vous connaissez toutes leurs forces et leurs faiblesses, vous voulez leur épargner toutes les souffrances que la vie peut leur infliger. Vous avez accumulé de l'expérience, de la sagesse acquise à travers vos propres erreurs, des perspectives qu'ils n'ont pas encore. Il est naturel, plus que naturel, c'est instinctif, de vouloir partager cela, de vouloir les protéger des obstacles que vous connaissez déjà. Mais sans vous en rendre compte, votre protection se transforme en cage dorée, votre attention devient un contrôle subtil. Et votre amour, aussi sincère et profond soit-il, commence à étouffer plutôt qu'à nourrir. Vous ne comprenez pas pourquoi ils ne voient pas cela comme de l'amour pur. Après tout, c'est exactement ce que vous ressentez dans votre cœur lorsque vous pensez à eux. Mais pour eux, chacune de vos attentions résonne comme un message subliminal leur disant qu'ils sont incapables de prendre soin d'eux-mêmes, que vous les considérez toujours comme des enfants qui ont besoin d'une surveillance constante. Ils ne peuvent pas expliquer exactement ce qui les dérange. Après tout, comment pourraient-ils se plaindre d'autant d'amour? Comment peuvent-ils dire à un parent qui a tant sacrifié que leur sollicitude constante les étouffe? Comment expliquer à une mère qui a consacré chaque jour de sa vie à ses enfants que sa présence constante est envahissante? Ils s'éloignent donc discrètement, créant des distances émotionnelles invisibles que vous interprétez comme de l'ingratitude, de la froideur, voire une sorte de trahison du lien qui vous a toujours unis. Et ainsi le cycle cruel se perpétue. Plus vous essayez de vous rapprocher de cette manière, plus ils ressentent un besoin urgent d'espace. Plus ils demandent d'espace, plus vous l'interprétez comme un rejet personnel. Et plus vous vous sentez rejeté, plus vous essayez désespérément de regagner la place que vous pensez avoir perdue en utilisant les mêmes stratégies qui les ont initialement repoussés. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond et plus troublant dans cette dynamique, quelque chose que Freud a découvert en observant non seulement ses patients, mais aussi ses propres relations familiales. Il s'est rendu compte que souvent, ce que nous pensons être une préoccupation sincère pour nos enfants est en fait une projection de nos propres peurs, traumatismes et insécurités non résolues. C'est comme si nous utilisions nos enfants comme des écrans blancs sur lesquels nous projetons nos propres films internes non traités. Cette découverte a été révolutionnaire, car elle a révélé qu'une grande partie de ce que nous appelons l'amour parental peut être contaminé par nos propres besoins psychologiques inconscients. Ce n'est pas que cet amour ne soit pas réel, il est profondément sincère, mais il est mélangé à des couches de problèmes personnels que nous ne sommes pas toujours capables de séparer ou de reconnaître. Lorsque vous vous inquiétez excessivement pour la carrière de votre enfant, par exemple, vous projetez peut-être sur lui vos propres peurs ancestrales concernant la stabilité financière, la sécurité et la survie. Chaque conseil concernant l'argent
peut être chargé de vos propres angoisses liées à la pénurie, de vos souvenirs de nuits blanches passées à calculer vos factures, de vos peurs de ne pas avoir assez. Vous ne cherchez pas consciemment à contrôler votre enfant, vous essayez de guérir en lui la blessure de l'insécurité qui saigne encore en vous. Lorsque vous remettez constamment en question ses choix amoureux, vous revivez peut-être vos propres insécurités concernant les relations, vos déceptions amoureuses passées, vos craintes d'abandon ou de trahison. Chaque question sur où travaille cette personne ou quelles sont ses intentions peut être chargée de vos propres expériences de chagrin, de vos doutes sur votre propre valeur, de vos craintes que les personnes que nous aimons nous quittent toujours. Et lorsque vous insistez de manière obsessionnelle pour qu'il prenne mieux soin de lui-même, manger sainement, se coucher tôt, faire de l'exercice, consulter un médecin, vous faites peut-être face à votre propre anxiété primitive, liée à la perte, à la maladie et à la mortalité. Chaque appel pour vérifier s'il est bien arrivé peut être chargé de vos propres craintes concernant les accidents, la violence urbaine et la fragilité de la vie humaine. L'inconscient agit comme un miroir émotionnel déformé. Vous regardez vos enfants et sans vous en rendre compte, vous voyez se refléter vos propres blessures émotionnelles non guéries, vos traumatismes non résolus, vos peurs les plus primitives. Puis, dans une tentative désespérée de trouver la paix intérieure, vous essayez de guérir chez eux ce que vous n'avez jamais pu guérir complètement chez vous. C'est un processus totalement involontaire et inconscient. Vous croyez sincèrement que vous ne pensez qu'à leur intérêt. Pensez à une mère qui a eu une enfance marquée par la pauvreté, le manque d'argent et les humiliations sociales qui en découlaient. Maintenant adulte et financièrement stable, elle ne peut s'empêcher de donner à son fils adulte des conseils sur l'argent. Chaque dépense qu'il fait est un motif d'inquiétude. Chaque décision financière qu'il prend est scrutée par elle. Elle ne cherche pas à le contrôler par malice ou par caprice. Elle essaie sincèrement de le protéger de la douleur qu'elle a elle-même ressentie, des larmes qu'elle a versées, de la honte qu'elle a endurée. Mais son fils, qui a peut-être grandi dans une réalité complètement différente, qui a une relation naturelle et saine avec l'argent, perçoit cette inquiétude constante comme un message subliminal lui indiquant qu'il est incapable de prendre les bonnes décisions financières. Pour lui, chaque conseil non sollicité sonne comme une méfiance envers ses compétences d'adulte. Ou pensez à un père qui a grandi dans un environnement strict où les hommes ne pouvaient pas exprimer leurs sentiments, où la vulnérabilité était considérée comme une faiblesse, où les larmes étaient punies encore plus sévèrement. Il a maintenant un fils sensible et émotif qui pleure facilement et exprime ses sentiments naturellement. Le père s'inquiète parce que son fils est trop sensible, parce que le monde extérieur est cruel, parce que il doit apprendre à être plus fort. Ce père ne veut pas nuire à son fils. Bien au contraire, il essaie de lui épargner les difficultés auxquelles il a lui-même été confronté parce qu'il était différent, les humiliations qu'il a subies, la solitude émotionnelle qu'il a portée. Mais le fils, né dans une génération où l'intelligence émotionnelle est valorisée, où la sensibilité est considérée comme une force, ressent l'inquiétude de son père comme un rejet fondamental de sa vraie nature, comme un message lui disant qu'il doit devenir quelqu'un d'autre pour être aimé. Freud a découvert que ces projections fonctionnent comme des fantômes émotionnels qui hantent les familles pendant des générations entières. Elles sont comme des héritages invisibles qui se transmettent des parents aux enfants, sans que personne ne s'en aperçoive. Les peurs que vous n'avez pas pu résoudre se transforment en surprotection compulsive. Les blessures que vous n'avez pas pu guérir se manifestent par des tentatives désespérées de réparer vos enfants. Les expériences traumatisantes que vous n'avez pas complètement assimilées deviennent des prisons émotionnelles que vous construisez inconsciemment autour d'eux. Et les enfants, qui ont leurs propres défis légitimes, leur propre cheminement vers la maturité, leurs propres leçons de vie à apprendre, finissent par porter également le poids émotionnel des problèmes non résolus de leurs parents. C'est comme s'ils devaient porter deux sacs à dos, le leur avec les défis naturels de la croissance et celui de leurs parents, rempli de vieilles peurs et de traumatismes. C'est comme si vous essayiez de guérir une vieille blessure en appliquant un médicament à quelqu'un d'autre. Le soulagement que vous ressentez lorsque vous prenez soin de votre enfant de manière obsessionnelle est réel et temporaire. Pendant quelques instants, vous croyez sincèrement que vous guérissez enfin cette vieille douleur que vous portez depuis des décennies. Mais la blessure d'origine est toujours là, intacte en vous, et vos enfants commencent à ressentir le poids étouffant de ce fardeau émotionnel qui ne leur appartient pas, qu'ils n'ont pas la responsabilité de guérir. Et c'est là que réside le paradoxe le plus dévastateur de tous.
Plus vous essayez de les protéger de la douleur que vous avez vous-même éprouvée, plus vous les éloignez de vous. Car au fond de leur inconscient, ils sentent qu'ils ne sont pas vraiment considérés comme des individus uniques avec leurs propres besoins et leur propre potentiel, mais comme des extensions de vos besoins émotionnels non satisfaits, comme des projets visant à guérir vos blessures personnelles. Ce que Freud a compris, après avoir observé des familles pendant des décennies, c'est que les enfants développent une capacité presque surnaturelle à détecter quand ils sont utilisés comme remède aux blessures de leurs parents. Il s'agit d'une perception qui se situe à un niveau bien plus profond que la raison. Elle est viscérale, instinctive, comme une alarme interne qui se déclenche chaque fois qu'ils sentent qu'ils doivent porter le poids émotionnel de quelqu'un d'autre. Cette perception crée en eux ce que l'on pourrait appeler une blessure invisible, le sentiment constant qu'ils ne sont jamais vraiment vus pour ce qu'ils sont, mais toujours à travers le prisme des besoins émotionnels de leurs parents. C'est comme vivre perpétuellement sous le regard de quelqu'un qui vous regarde, mais qui voit autre chose, quelqu'un d'autre, d'autres peurs, d'autres besoins. Imaginez à quel point il doit être dévastateur de grandir en ayant le sentiment que chacune de vos réalisations n'est pas mesurée à sa propre valeur, mais à sa capacité à apaiser les angoisses de quelqu'un d'autre. Chaque décision que vous prenez doit passer par le filtre des peurs parentales. Chaque rêve que vous avez est automatiquement traduit en termes de sécurité ou de risque selon les normes émotionnelles d'une autre génération. Il est épuisant d'être le projet de guérison de quelqu'un alors que tout ce que vous vouliez, c'était être aimé pour qui vous êtes et non pour ce que vous pouvez faire pour rassurer les autres. Cette dynamique crée une profonde distorsion dans l'estime de soi des enfants. Ils commencent à croire que leur valeur en tant que personne est intrinsèquement liée à leur capacité à ne pas causer d'inquiétude. Ils développent une hypervigilance émotionnelle constante, surveillant en permanence si leurs choix, leurs comportements, voire leurs sentiments, provoquent de l'anxiété chez leurs parents. Cette blessure invisible se manifeste de manière subtile, mais profondément dévastatrice. Les enfants développent une culpabilité chronique parce qu'ils ne sont pas tels que leurs parents les auraient souhaités. Ils ont le sentiment de décevoir constamment, même lorsqu'ils réussissent dans la vie, car leur choix ne soulage pas les angoisses de leurs parents comme ils le souhaiteraient. C'est comme porter un poids émotionnel qui ne diminue jamais, peu importe à quel point on se comporte bien ou on réussit. Ils apprennent à cacher des aspects fondamentaux de leur personnalité qui, ils le savent, causeraient une inquiétude excessive à leurs parents. Le fils qui aime profondément l'arme choisit l'ingénierie parce qu'il sait que ses parents dormiront mieux la nuit en pensant à la stabilité financière. La fille qui cache ses relations parce qu'elle sait que chaque personne qu'elle présente sera soumise à un examen émotionnel qui n'a rien à voir avec la personne elle-même, mais avec les craintes parentales d'abandon, de déception ou d'insuffisance. Au fil du temps, ils développent une sorte de double personnalité émotionnelle. La version soigneusement éditée d'eux-mêmes qu'ils montrent à leurs parents, calculée pour les rassurer, et la version réelle, complexe et authentique qu'ils réservent à leurs amis proches, à leurs partenaires amoureux ou à leurs thérapeutes. C'est une division douloureuse qui les oblige à vivre une vie émotionnellement partielle en présence des personnes qui devraient les aimer le plus profondément. Freud appelait cela le faux moi, une personnalité artificielle construite spécifiquement pour répondre aux besoins émotionnels des autres, tandis que le vrai moi reste caché, protégé, mais aussi tragiquement isolé. Il s'agit d'une stratégie de survie émotionnelle qui fonctionne à court terme pour maintenir la paix familiale, mais qui a un coût élevé sur la capacité à former des relations véritablement authentiques et intimes tout au long de la vie. Le plus tragique est que cette blessure invisible se perpétue à travers les générations. Les enfants, habitués dès leur plus jeune âge à porter le poids émotionnel de leurs parents, se sentent souvent inconsciemment attirés par des relations amoureuses dans lesquelles ils doivent sauver ou guérir d'autres personnes. Ils ont appris que l'amour signifie être responsable du bien-être émotionnel de l'autre, alors ils recherchent inconsciemment des dynamiques dans lesquelles ils peuvent répéter ce schéma familier, bien que douloureux. Ou à l'opposé, ils développent une allergie émotionnelle à tout type de besoin chez les autres. Ils deviennent des personnes qui fuient systématiquement toute véritable intimité, qui interprètent de toute attente émotionnelle légitime comme un piège étouffant, qui préfèrent les relations superficielles et contrôlables plutôt que d'avoir à porter à nouveau le fardeau de la responsabilité, de la stabilité émotionnelle d'autrui. La blessure la plus profonde et la plus durable, cependant, est le sentiment persistant qu'ils ne seront jamais assez bien tels qu'ils sont.
Peu importe le nombre de succès professionnels qu'ils accumulent, le nombre de personnes qui les aiment sincèrement, le nombre de réalisations personnelles qu'ils accomplissent, ils portent toujours en eux la marque interne qu'ils doivent être différents, meilleurs, plus sûrs, plus prévisibles, pour être vraiment dignes d'amour. Il s'agit d'une soif émotionnelle qui n'est jamais complètement étanchée, car elle a été créée par une dynamique où l'amour était subtilement conditionné par la capacité à rassurer les craintes d'une autre personne. Ils ont appris, dans les couches les plus profondes de leur inconscient, qu'être aimé signifie être émotionnellement utile et non être authentique. Et cette leçon dévastatrice, gravée dans leur système nerveux pendant leurs années formatrices cruciales, résonne dans toutes leurs relations ultérieures comme un écho douloureux qui ne s'estompe jamais complètement. Cette blessure invisible explique parfaitement pourquoi de nombreux enfants adultes restent en contact avec leurs parents, mais de manière superficielle, contrôlée et émotionnellement distante. Il ne s'agit pas de cruauté ou d'ingratitude, mais d'un pur instinct de préservation psychologique. Ils ont appris par expérience qu'une véritable proximité émotionnelle avec leurs parents signifie automatiquement assumer la responsabilité de leur bien-être psychologique, et c'est un fardeau émotionnel que beaucoup ne peuvent plus porter sans se perdre complètement dans le processus. Ainsi, sans que personne ne s'en rende compte consciemment, l'amour qui devrait unir et renforcer finit par créer une distance émotionnelle. L'attention qui devrait nourrir et faire grandir finit par étouffer, et le souci qui devrait protéger et apporter la sécurité finit par éloigner les personnes que nous voulons le plus garder près de nous émotionnellement. Mais voici la découverte la plus importante et la plus révolutionnaire de Freud, celle qui peut changer à jamais la trajectoire d'une relation familiale. Ce cycle apparemment destructeur n'est pas une condamnation émotionnelle permanente. Il existe une véritable issue, un tournant psychologique qui peut transformer des décennies de distanciation progressive en des années de proximité authentique et croissante. Et la clé réside dans un mot que nous associons rarement à l'amour parental intense, le détachement émotionnel. Le détachement ne signifie pas aimer moins intensément. Au contraire, cela signifie apprendre à aimer d'une manière infiniment meilleure et plus mature. Cela signifie comprendre d'une manière qui transforme tout que l'amour véritable et durable ne possède pas, ne contrôle pas, ne manipule pas et ne projette pas. Il accepte et célèbre simplement l'existence de l'autre tel qu'il est, et non tel que nous souhaitons désespérément qu'il soit. Freud l'a découvert de manière douloureuse dans sa propre vie familiale. Comme la plupart des parents, il avait des attentes très claires concernant l'avenir de ses enfants, des projets bien définis qu'il pensait être les meilleurs pour eux, des préoccupations spécifiques concernant les choix qu'il faisait. Et plus il essayait d'influencer ses choix par ses préoccupations bien intentionnées, plus il sentait qu'il perdait son véritable lien émotionnel avec eux. Il a fallu une crise familiale importante pour qu'il comprenne une vérité psychologique révolutionnaire. Parfois, aimer vraiment quelqu'un signifie avoir le courage émotionnel extraordinaire de le laisser être complètement libre de vous décevoir, de choisir des chemins que vous n'approuveriez pas, de faire des erreurs que vous essaieriez d'éviter. Cette prise de conscience change absolument tout, car elle renverse complètement la logique de l'amour possessif que nous avons apprise culturellement. Au lieu d'essayer de faire entrer votre enfant dans le moule rigide de vos besoins émotionnels, vous apprenez progressivement à élargir votre capacité d'amour pour inclure véritablement qui il est vraiment, avec toutes les caractéristiques uniques qui ne correspondent pas à vos rêves parentaux initiaux. C'est un processus interne qui nécessite un courage émotionnel vraiment extraordinaire. Cela signifie regarder courageusement vos propres peurs les plus profondes et en assumer l'entière responsabilité, plutôt que de transférer cette responsabilité émotionnelle à vos enfants par le biais de préoccupations déguisées en amour protecteur. Cela signifie reconnaître honnêtement que bon nombre de vos préoccupations sont en fait le reflet direct de vos propres traumatismes non résolus, de vos blessures d'enfance non guéries. Et voici le moment absolument crucial, le tournant décisif, qui déterminera si une relation familiale s'approfondira émotionnellement ou se désintégrera lentement au cours des années à venir. Vous devez faire un choix conscient et courageux entre contrôler et aimer sincèrement, entre être désespérément nécessaire et être naturellement désiré, entre avoir toujours raison et avoir une paix intérieure durable. Ce choix n'est pas facile, car il implique de renoncer à une illusion très séduisante et réconfortante, celle de pouvoir protéger vos enfants de toutes les souffrances inévitables de la vie grâce à votre vigilance constante et à vos conseils préventifs bien intentionnés.
Cela signifie accepter qu'ils commettront des erreurs douloureuses, subiront des déceptions que vous auriez pu prévoir, prendront des décisions que vous considérez comme profondément erronées, et que tout cela fait naturellement partie de leur parcours unique, et non d'un échec de votre part en tant que parent dévoué. Cela signifie également reconnaître que votre rôle de parent évolue naturellement avec le temps. Quand ils étaient enfants, votre tâche consistait en effet à les protéger, les guider, les éduquer et les former. Mais lorsqu'ils sont devenus adultes, votre rôle a changé pour devenir quelque chose de complètement différent. Être disponible quand ils ont besoin de vous, leur offrir votre point de vue quand ils vous le demandent, les aimer inconditionnellement, quels que soient les choix qu'ils font. Mais lorsque vous trouvez enfin le courage de faire ce choix transformateur, lorsque vous décidez consciemment de cesser d'utiliser vos enfants comme remède à vos propres blessures émotionnelles anciennes, quelque chose d'absolument miraculeux se produit dans la dynamique familiale. Ils commencent à revenir naturellement, non pas par obligation étouffante, ni par culpabilité manipulatrice, ni parce qu'ils ont besoin de quelque chose de matériel. Ils reviennent parce qu'ils sentent qu'ils peuvent enfin être pleinement eux-mêmes en votre présence, sans craindre d'être jugés ou soumis à une pression pour changer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette réflexion profonde, c'est parce que vous reconnaissez au moins une partie importante de cette dynamique complexe dans votre propre vie familiale. Peut-être êtes-vous un parent qui réalise douloureusement que vos préoccupations bien intentionnées peuvent involontairement éloigner vos enfants. Peut-être êtes-vous un enfant adulte qui reconnaît des schémas familiers qui expliquent enfin certaines difficultés persistantes dans vos relations. Dans tous les cas, vous avez atteint le point crucial où la prise de conscience peut apporter une transformation réelle et durable. Si ce message vous touche profondément, j'ai une demande importante à vous faire. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Il ne s'agit pas seulement de recevoir davantage de contenu éducatif, même si je vous promets qu'il y a beaucoup plus à explorer sur ces dynamiques familiales complexes et universelles. Il s'agit de faire partie d'une véritable communauté de personnes qui sont prêtes à regarder courageusement en elles-mêmes, à remettre en question des schémas anciens et destructeurs, à choisir consciemment la croissance émotionnelle plutôt que le confort des vieilles dynamiques familières. Car la vérité transformatrice est que changer profondément les relations familiales est un travail intérieur que nous accomplissons mieux lorsque nous ne sommes pas complètement seuls dans ce voyage, lorsque nous avons régulièrement accès à des perspectives qui nous aident à voir nos angles morts émotionnels, lorsque nous pouvons continuellement apprendre des expériences d'autres personnes qui ont vécu des parcours de guérison similaires. Le processus qui consiste à rendre conscient ce qui était inconscient, ce qui est l'essence fondamentale de toute transformation psychologique profonde selon Freud, commence par une question apparemment simple, mais psychologiquement révolutionnaire. Lorsque je m'inquiète intensément pour mon enfant, est-ce que je pense vraiment à son bien-être ou est-ce que j'essaie désespérément d'apaiser quelque chose de blessé et de non résolu en moi-même? Cette question revient à allumer une lumière puissante dans un sous-sol émotionnel qui était plongé dans l'obscurité depuis des décennies. Soudain, vous pouvez voir clairement des choses qui ont toujours été là, influençant vos réactions, mais qui restaient complètement invisibles à votre conscience. Vous pouvez enfin faire la distinction entre une préoccupation sincère, celle qui découle naturellement de l'amour et se manifeste par une présence disponible et non invasive, et une préoccupation anxieuse, celle qui découle de vos propres peurs non résolues et se manifeste par un contrôle subtil déguisé en attention aimante. L'attention sincère observe avec une curiosité respectueuse, comprend sans juger et n'offre un soutien émotionnel que lorsqu'il est explicitement demandé. L'attention anxieuse surveille de manière compulsive, juge de manière préventive et propose des solutions non sollicitées à des problèmes qui n'existent peut-être même pas dans la réalité. La première renforce progressivement la confiance mutuelle entre les parents et les enfants. La seconde érode lentement cette confiance, créant une dynamique toxique où les enfants apprennent à cacher des aspects importants de leur vie pour éviter de déclencher l'anxiété parentale. Lorsque vous développez cette capacité cruciale de distinction émotionnelle, une profonde transformation psychologique s'opère dans toutes vos relations. Vous cessez complètement de projeter vos propres problèmes émotionnels non résolus sur vos enfants et commencez à les considérer comme des individus totalement distincts, avec leur propre parcours, leurs défis légitimes et leur potentiel inexploité. C'est comme si vous retiriez des lunettes émotionnelles embuées que vous ne saviez même pas que vous portiez depuis si longtemps. Freud a découvert que cette prise de conscience libère une immense quantité d'énergie émotionnelle,
Une énergie qui était auparavant complètement piégée dans la tentative futile de contrôler l'incontrôlable, de protéger obsessionnellement ce qui ne peut être protégé, de guérir à travers les autres ce qui ne peut être véritablement guéri qu'en nous-mêmes. Lorsque cette énergie est libérée des chaînes du contrôle, elle peut être canalisée vers quelque chose d'infiniment plus puissant et durable, l'amour véritablement inconditionnel. L'amour inconditionnel ne signifie pas accepter passivement n'importe quel comportement ou renoncer naïvement à toutes les limites saines. Cela signifie aimer la personne indépendamment des choix spécifiques qu'elle fait, des chemins particuliers qu'elle choisit de suivre, des erreurs inévitables qu'elle commet dans le cours naturel de la vie. Cela signifie créer un espace émotionnel véritablement sûr où la personne peut être vulnérable, peut échouer sans être jugée, peut grandir à son propre rythme sans craindre de perdre votre amour. Lorsque les enfants sentent qu'ils ont accès à ce type d'amour rare, un amour qui ne dépend pas de leur capacité à apaiser les craintes de leurs parents, qui n'est pas conditionné par leur réalisation ou leur comportement spécifique, ils s'approchent naturellement de vous avec authenticité. C'est comme si une barrière émotionnelle invisible avait été définitivement supprimée, permettant à une affection sincère de circuler naturellement et spontanément entre vous. Mais cette transformation fondamentale vous oblige à vous lancer dans un voyage intérieur profond et courageux. Il vous oblige à regarder honnêtement vos propres blessures d'enfance, à reconnaître vos peurs les plus primitives et à assumer pleinement la responsabilité de vos propres besoins émotionnels qui n'ont pas été satisfaits depuis l'enfance. C'est un travail psychologique qui ne peut être délégué. Personne ne peut faire ce voyage de découverte de soi à votre place. Cela peut signifier rechercher l'aide d'un thérapeute professionnel pour traiter d'anciens traumatismes dont vous ne saviez même pas qu'ils influençaient inconsciemment votre façon d'aimer et de vous relier aux autres. Cela signifie développer des ressources internes solides pour gérer votre propre anxiété sans la transférer à vos enfants par des préoccupations excessives et étouffantes. Cela signifie apprendre progressivement à vous calmer, à vous rassurer, à trouver une sécurité émotionnelle interne au lieu de rechercher désespérément cette sécurité en contrôlant la vie des autres. Il est important de comprendre qu'il s'agit d'un processus graduel et non linéaire, et non d'une transformation magique instantanée. Vous vous rendrez compte que parfois, vous retombez inconsciemment dans vos anciens schémas familiers, que vous ressentez toujours le besoin automatique de donner des conseils non sollicités, que vous projetez toujours involontairement vos peurs sur les choix de vos enfants. La différence fondamentale est que vous en êtes désormais conscient lorsque cela se produit, et la prise de conscience est toujours la première étape essentielle vers un choix conscient. Chaque fois que vous choisissez consciemment de ne pas transférer votre anxiété à vos enfants, vous renforcez un nouveau schéma neuronal de relation. Chaque fois que vous parvenez à offrir une présence authentique au lieu de conseils non sollicités, une écoute empathique au lieu d'une opinion prématurée, de la confiance au lieu d'une inquiétude anxieuse, vous construisez un pont émotionnel plus solide et plus durable. Et les résultats de cette transformation sont tangibles et mesurables dans la vie familiale quotidienne. Les enfants commencent spontanément à partager plus de détails sur leur vie, à rechercher votre compagnie non par obligation mais par plaisir sincère, et à vous demander votre avis lorsqu'ils ont vraiment besoin d'un point de vue extérieur. Non pas parce qu'ils se sentent émotionnellement obligés ou coupables, mais parce qu'ils sentent que vous êtes devenu un véritable refuge, quelqu'un avec qui ils peuvent se montrer complètement vulnérables sans craindre d'être jugés, quelqu'un dont la présence les apaise et les nourrit, plutôt que de les agiter et de leur mettre la pression. La plus belle et la plus paradoxale ironie de tout ce processus de transformation est que lorsque vous cessez enfin d'essayer désespérément d'être indispensable dans la vie de vos enfants, vous devenez vraiment important pour eux. Lorsque vous cessez d'avoir compulsivement besoin d'être nécessaire, vous devenez véritablement désiré. Et c'est là la différence fondamentale entre une relation basée sur la dépendance émotionnelle et une relation basée sur un amour authentique et mature. Cette transformation guérit non seulement votre relation avec vos enfants, mais a également un impact profond sur toutes vos relations. Vous apprenez à aimer sans posséder, à prendre soin sans contrôler, à être présent sans envahir. Et ce nouveau modèle d'amour rayonne dans tous les domaines de votre vie, créant des relations plus authentiques, plus satisfaisantes et plus durables. Il y a une dernière vérité découverte par Freud qui changera à jamais votre façon de voir cette dynamique familiale. C'est la révélation la plus difficile à accepter,
mais aussi la plus libératrice. Et cette vérité est la suivante. Vous n'avez jamais été vraiment rejeté par vos enfants. Ce que vous avez interprété comme un rejet était en fait un acte d'amour profond de leur part. Ils essayaient de vous sauver, vous et eux-mêmes, d'une dynamique qui détruisait la relation. Lorsqu'un enfant s'éloigne émotionnellement, ce n'est pas parce qu'il a cessé de vous aimer. C'est parce qu'il vous aime tellement qu'il est prêt à sacrifier la proximité pour préserver ce qui reste d'authenticité dans la relation. C'est une tentative désespérée de protéger le véritable amour qui existe entre vous, afin d'empêcher qu'il ne soit complètement étouffé par le poids des projections et des attentes non résolues. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous interprété leur silence comme de la froideur, alors qu'il s'agissait en fait de protection? Combien de fois avez-vous compris la distance comme de l'ingratitude, alors qu'il s'agissait de préservation? Ils ne fuyaient pas votre personne, ils fuyaient la version d'eux-mêmes qu'ils devaient incarner pour vous garder calme. Ils refusaient de continuer à être le remède à vos vieilles blessures. Cette prise de conscience change tout, car elle révèle que l'amour a toujours été là. Il n'a jamais été question d'amour absent, mais d'amour emprisonné par des dynamiques inconscientes qui empêchaient son expression authentique. C'est comme découvrir que la personne que vous pensiez vous détester protégeait en fait son amour pour vous de la seule manière qu'elle connaissait. Freud a appelé cette dynamique « résistance thérapeutique », lorsque quelqu'un prend ses distances précisément pour préserver la possibilité de guérir. Dans le contexte familial, c'est lorsque les enfants créent une distance non pas pour punir leurs parents, mais pour garder vivant l'espoir qu'un jour, ils pourront établir une relation authentique, sans avoir à porter le poids émotionnel d'une autre personne. Cela signifie que pendant tout ce temps où vous vous sentiez rejeté, abandonné, méprisé, vos enfants vivaient la même douleur. Ils ressentaient également la perte de proximité. Ils souffraient également de la distance. Ils rêvaient également d'une relation où ils pourraient être complètement eux-mêmes, sans crainte. La différence est qu'ils ont pris la décision courageuse de privilégier l'authenticité au détriment du confort d'une fausse proximité. Et voici l'ironie la plus profonde. En prenant leur distance pour préserver leur individualité, ils faisaient exactement ce que vous aviez toujours voulu. Ils devenaient des personnes intègres, capables de faire leurs propres choix, assez courageuses pour défendre leur authenticité, même lorsque cela blessait les personnes qu'ils aimaient. Ils démontraient que l'éducation que vous leur aviez donnée avait porté ses fruits. Ils avaient appris à privilégier la vérité au détriment de la commodité. Mais cette découverte s'accompagne d'une douleur différente, plus vive et en même temps plus pure. C'est la douleur de réaliser que vous étiez votre propre obstacle, que vos tentatives bien intentionnées d'amour et de protection créaient, sans que vous le sachiez, exactement ce que vous redoutiez le plus, la distance avec vos enfants. Ce n'est pas de la culpabilité au sens d'un crime ou d'un échec moral, c'est de la responsabilité au sens du pouvoir de choisir. Vous ne saviez pas que vous faisiez cela. Personne ne vous a appris la différence entre aimer et contrôler, entre protéger et étouffer, entre prendre soin et projeter. Vous avez fait de votre mieux avec les connaissances émotionnelles que vous aviez à l'époque. Mais maintenant, vous savez. Et savoir change tout, car cela transforme ce qui semblait être une situation sans issue en une opportunité de prendre un nouveau départ. Si la distance a été créée par des dynamiques inconscientes, elle peut être transformée par des choix conscients. Si l'éloignement était une réponse à des schémas relationnels spécifiques, de nouveaux schémas peuvent créer une véritable proximité. La révélation finale est que vos enfants n'ont jamais cessé de vous attendre. Pas vous qui essayez de contrôler, qui projetez vos peurs, qui offrez des conseils non sollicités. Ils attendent le vrai vous, celui qui peut aimer sans avoir besoin de changer l'autre, qui peut prendre soin sans essayer de contrôler, qui peut être présent sans envahir. Ce vous a toujours existé. Il était simplement recouvert de couches de peur, de traumatisme et de schémas appris. Et lorsque vous trouvez le courage d'enlever ces couches, de vous montrer vulnérable plutôt que contrôlant, de montrer de la confiance plutôt que de l'anxiété, quelque chose de miraculeux se produit. Ils reconnaissent qui vous êtes vraiment et se rapprochent naturellement. La dernière illusion à démystifier est que vous avez perdu vos enfants pour toujours. Ce n'est pas le cas. Ils attendent. Ils ont toujours attendu. Ils attendent le moment où vous serez capable de les aimer tels qu'ils sont, et non tels que vous avez besoin qu'ils soient pour vous sentir en sécurité. Et puis, nous arrivons au moment de la véritable transformation. Pas la transformation rapide et superficielle que promettent les livres de développement personnel, mais le changement profond qui se produit lorsque vous comprenez enfin
que le pouvoir de renouer avec vos enfants a toujours été entre vos mains, depuis toujours. La première étape pratique n'est pas une conversation dramatique ou des excuses élaborées. Elle est beaucoup plus simple et en même temps beaucoup plus révolutionnaire. Cessez d'essayer de les réparer. Cessez de proposer des solutions à des problèmes qu'ils n'ont pas présentés. Cessez de vous inquiéter à haute voix au sujet de décisions qui leur appartiennent seules. Commencez à les traiter comme vous traiteriez un ami cher, avec un intérêt sincère mais sans intrusion, avec disponibilité mais sans insistance, avec amour mais sans possessivité. Quand ils partagent quelque chose avec vous, résistez à l'envie de donner des conseils. Posez plutôt des questions qui montrent votre curiosité pour leur expérience et non pour la manière dont vous pouvez l'influencer. Comment vous êtes-vous senti quand cela s'est produit? Est infiniment plus puissant que « Avez-vous pensé à faire comme ça ?» La première question crée un lien, la seconde crée une distance. Freud a découvert que la guérison survient lorsque nous cessons d'essayer de guérir, lorsque nous cessons d'être le thérapeute dans la vie de quelqu'un et que nous devenons simplement une présence aimante et disponible. Vos enfants n'ont pas besoin que vous résolviez leurs problèmes, ils ont besoin que vous croyiez en leur capacité à résoudre leurs propres problèmes. Et voici le miracle qui se produit lorsque vous opérez ce changement. Ils commencent à venir vers vous. Non pas parce qu'ils ont besoin de quelque chose, mais parce qu'ils veulent partager quelque chose. La différence est fondamentale. L'une est basée sur le besoin, l'autre sur le désir. L'une crée une dépendance, l'autre crée une intimité. Vous remarquerez des changements subtils mais profonds. Les conversations s'allongent, les silences deviennent plus confortables. Ils commencent à partager des détails qu'ils ne partageaient pas auparavant. Ils font des blagues entre eux. Ils vous demandent votre avis sur des choses qui leur tiennent vraiment à cœur. Et peu à peu, vous vous rendez compte que vous apprenez à connaître qui ils sont vraiment, et non qui vous pensiez qu'ils devraient être. Cette transformation ne se produit pas seulement dans votre relation avec vos enfants. Lorsque vous apprenez à aimer sans contrôler, cette compétence s'étend à toutes vos relations. Vous devenez une personne plus facile à aimer parce que vous devenez une personne qui aime plus librement. Et cela crée un cercle vertueux où vous attirez et entretenez des relations plus saines dans tous les domaines de la vie. Vous vous libérez de la culpabilité lorsque vous comprenez qu'il n'y a pas de méchant dans cette histoire. Vous n'êtes pas un mauvais parent, vous êtes un être humain qui a fait de son mieux avec les outils émotionnels dont il disposait. Vos enfants ne sont pas ingrats, ce sont des personnes courageuses qui ont choisi de préserver leur authenticité, même si cela leur a coûté la proximité de ceux qu'ils aiment. Vous essayez tous d'aimer de la meilleure façon possible. La différence, c'est que vous avez désormais les connaissances et la conscience nécessaires pour aimer mieux. Et c'est le cadeau le plus précieux que vous puissiez offrir à vos enfants, l'expérience d'être aimés tels qu'ils sont. La reconnexion commence dès que vous choisissez de voir vos enfants comme des individus à part entière, plutôt que comme des extensions de vous-même. Lorsque vous pouvez vous réjouir sincèrement de leurs choix, même s'ils sont différents des vôtres. Lorsque vous faites confiance à leur sagesse, même si cela les mène sur des chemins que vous n'auriez pas choisis. C'est là l'amour mature, l'amour que Freud considérait comme la forme la plus élevée de connexion humaine. Un amour qui n'a pas besoin de posséder pour exister. Un amour qui n'a pas besoin de contrôler pour se sentir en sécurité. Un amour qui célèbre la liberté de l'autre comme l'expression de sa propre liberté. Si ce parcours vous a parlé, je vous invite à partager dans les commentaires. Quand avez-vous réalisé que votre amour pour vos enfants était mêlé à vos propres besoins non résolus? Cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, est le premier pas vers la liberté d'aimer véritablement. N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et éclairez votre ombre. Comptez sur moi pour vous accompagner dans ce parcours et restez à l'écoute pour les prochaines vidéos sur la chaîne.